Bonjour à tous. L'énigme de la piscine. Explication dans cette vidéo. Il est 7 heures, le chantier démarre et tout le monde s'interroge. Où est passé Philippe Bouffret, qui doit coordonner les travaux? Ce 11 avril, les artisans sont censés rénover des appartements dans le centre de Roanne. D'habitude, Philippe, qui pose la plomberie et le placo, est le premier à l'ouvrage. À 7h15, il est toujours injoignable. Une panne de réveil? Ses collègues, qui sont aussi ses copains, décident d'aller le tirer du lit. Un quart d'heure plus tard, il se gare rue Lucien Sampais, près du stade. Le fourgon blanc de Philippe est là, devant le 108, une maison toute en longueur qu'ils connaissent bien. Ils ont partagé plus d'un verre autour de la piscine installée à l'arrière. Leur pote est forcément chez lui. On frappe au volet. Pas de réponse. À regret, en hésitant un peu, on se décide alors à composer le numéro d'Inès, la compagne de Philippe. Pas commode, c'est Inès. Elle a la réputation de dormir tard et d'être de mauvais poil quand on la dérange. D'ailleurs, l'instant d'après, elle ouvre la porte en aboyant. Tapez pas au volet. La jeune femme, une blonde mince d'une quarantaine d'années, est encore en pyjama. Pourtant, 2 sonneries de téléphone ont suffi pour qu'elle bondisse sur le seuil, déjà coiffée, la voix claire. Elle était donc déjà levée, pour une fois? Je suis allée dans la chambre de Philippe, explique-t-elle. Il n'y est pas. Mais l'absence de son homme semble être le cadet de ses soucis. Oh putain, lâche-t-elle, il m'a pris mes clopes. Un départ alarmant qui n'inquiète pas sa compagne. Pendant qu'elle cherche ses cigarettes en grommelant, les artisans se permettent d'entrer. Officiellement, Inès et Philippe occupent 2 logements séparés. De son côté à lui, tout est bien rangé, même mieux qu'à l'ordinaire. Ses affaires sont en ordre sur son bureau, son portefeuille dans la poche de son manteau, suspendu à la patère. Sur son téléphone portable, des messages prouvent qu'il ne répond plus depuis la veille au soir. Autant de détails qui rendent son départ alarmant, mais, visiblement, Inès n'est pas inquiète. Pendant que les autres cherchent à comprendre, elle se fait un café dans son coin. Retrouve ses cigarettes, en allume une en plaisantant d'un ton un peu amer. Tenez, vérifiez s'il n'est pas dans le placard. On ne sait jamais. J'ai pas envie de le retrouver pendu en faisant le ménage. Comme un des hommes scrute la cour, elle lui désigne la cabane de jardin. Allez, va aussi voir là-bas s'il n'est pas mort. Qu'elle soit en rogne contre Philippe, passe encore. S'il a découché sans prévenir, ça peut se comprendre. Mais tout de même, son humour a quelque chose de pénible. D'autant qu'il reflète bien les rapports crispés du couple. Pour ses amis, Philippe Bouffret, ancien boucher devenu entrepreneur, est un type sobre, jovial, gros bosseur. Inès, elle, serait plutôt du genre difficile à vivre. Depuis 6 ans qu'elle fréquente Philippe, elle le rabaisse et l'humilie gratuitement. En public, sans prévenir, elle lui adresse souvent les reproches les plus crus. T'es qu'un bon à rien. Tu tries mais tu fais rien pour moi. Même me baiser, tu sais pas faire. Ça fait 1 an que tu m'as pas touché. Inès a 2 enfants, nés de 2 liaisons précédentes. Philippe s'entend bien avec eux et élève le cadet, un garçon de 10 ans qu'il appelle papa comme s'il était son propre fils. Mais Inès exige plus, elle voudrait que Philippe les adopte officiellement. Sinon, menace-t-elle, un de mes ex finira par les reconnaître. Parmi leurs proches, la jeune femme traîne à tort ou à raison, la réputation d'être obsédée par l'argent. On murmure qu'elle a convaincu Philippe de rompre leur pax et de déclarer des résidences séparées pour conserver ses allocations familiales. Qu'elle lui pompe jusqu'à 800 € de liquide par week-end pour faire les brocantes. Inès se dit restauratrice de meubles. Elle remplit surtout de vieilleries les 2 garages où son compagnon stocke son matériel. Elle envahit même leur logement, avec de curieux meubles sculptés d'animaux. Elle nous transforme la maison en jungle, gémit Philippe, les yeux au ciel. Il en plaisante, mais ne cache pas sa lassitude. Début 2023, il confie à des amis qu'Inès et lui font chambre à part depuis des mois. Il envisage de la quitter. Alors s'il n'est pas là, ce mardi matin, n'est-ce pas pour échapper à l'enquiquiquineuse? L'un des collègues, sur le ton de la plaisanterie, demande à Inès. Tu ne lui as pas fait de mal, au moins? Il cesse de sourire quand elle lui répond sèchement. Non, et en plus j'ai un alibi. Hier soir, je suis allé dîner chez une voisine. De chez elle, j'ai appelé un ami à 19h22, pour lui parler d'un portail à monter. Et la discussion a duré 55 minutes. Une précision qui glace le sang. Car, à cet instant, personne ne sait encore ce qui est arrivé à Philippe. Inès, pourtant, semble savoir qu'il a eu des ennuis la veille au soir. Et qu'on risque de l'accuser, elle. Mal à l'aise, le copain blagueur préfère sortir et faire un petit tour de la propriété. L'année précédente, Philippe a rénové l'arrière de la maison.
Il a fait creuser une piscine qu'il a cimentée, carrelée et équipée lui-même. Du travail soigné, revêtement gris moderne, pelouse synthétique, palmier en pot. Bref, un petit décor tropical dont tous les amis ont arrosé la mise en eau durant l'été. À présent, en cette fin d'hiver, la piscine est couverte. Des dalles posées le long du mur retiennent une bâche noire. A priori, rien d'anormal. Bientôt, les artisans repartent, appellent les hôpitaux du secteur, font le tour des chantiers. Rien. Pas la moindre nouvelle de Philippe. Si bien que, le soir venu, un groupe d'amis retourne chez lui et que l'un d'eux jette un regard sous la bâche de la piscine. Aussitôt, il se redresse, livide. Un corps sans vie flotte dans l'eau verdâtre. C'est Philippe. Mort noyé, comme l'établira l'autopsie. Noyé, oui, mais comment? Un accident est exclu. D'abord, parce que la bâche était en place. Ensuite, parce que Philippe avait pensé aux enfants, le bassin n'est profond que d'1,30 m. Du coup, l'hypothèse du suicide ne tient pas non plus. Il est très difficile, sinon impossible, de garder la tête sous l'eau lorsqu'on a pied. À moins de s'assommer à coups d'alcool ou de calmant, mais pourquoi Philippe aurait-il fait cela? Il avait des projets, du travail. Ses carnets de commandes étaient pleins pour 2 ans. Reste la thèse du meurtre, vite soutenue par ses proches. La mère de Philippe est à peine entrée dans la maison qu'elle affirme aux policiers. C'est Inès. Soit elle l'a poussé à l'eau, soit elle l'a jeté dedans alors qu'il était déjà mort. À première vue, le corps ne porte pas de traces de coups. Mais les témoins assurent qu'il n'était pas dans l'eau, lors de leur première visite. La bâche n'était alors lestée que d'un seul côté, ils en sont presque sûrs. Ils notent encore que la tenue du mort est étrange. Le matin même, les papiers et le portable de Philippe étaient sur son bureau, signe qu'il n'avait pas le projet de sortir. Pourtant, lorsqu'on le tire de l'eau, il porte des baskets blanches et un anorak ouvert sur une veste polaire. Une tenue que le meurtrier a pu lui enfiler, pour faire croire qu'il quittait la maison lorsqu'il s'est noyé. Une partie des expertises toxicologiques révèle que Philippe n'avait pas consommé de médicaments. Il avait un taux d'alcool de 1,8 g par litre dans le sang, ce qui, selon les légistes, n'est pas suffisant pour expliquer la noyade. On estime qu'il reste encore des zones d'ombre à éclaircir. L'enquête se poursuit. Des soupçons, bien sûr, ne font pas des preuves. Mais lorsqu'on cherche des indices objectifs, on en trouve. À Roanne, nous avons pu interroger des voisins du couple. Ils racontent que la veille, une querelle violente avait éclaté entre Inès et Philippe. Elle hurlait, on aurait cru qu'elle était hystérique. Nous avons aussi rencontré la voisine chez qui Inès était lors de la soirée du 10 avril. Inès est passée devant chez moi alors que je me trouvais à ma fenêtre. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer boire un verre, et, bien sûr j'ai accepté. Elle m'a alors confié qu'elle s'était disputée avec Philippe, sans me donner plus d'explications. Ensuite, elle est restée dîner, jusqu'à 21h30. Autrement dit, Inès s'est incrustée chez la voisine. Aurait-elle pu agir ainsi à dessein, pour se forger un alibi? Concernant le mobile du crime, si crime il y a, l'enquête a révélé un enjeu plus concret, et plus convaincant, qu'une simple querelle de couple. Au moment de sa mort, Philippe Bouffret travaillait sur un projet considérable. Il voulait acheter les dépendances du château d'Aurigny, des bâtiments de 1000 m², entourés de 8000 mètres de terrain, sur la commune d'Ouche. Il envisageait de transformer les 2 granges et le pigeonnier en villa et d'aménager le corps de logis pour son propre usage et celui des siens. Bref, il voyait l'avenir en grand. Seul problème, pour réunir les 312 000 € de l'achat, l'artisan plombier devait mettre sa maison en vente. Un projet auquel Inès s'opposait, nous dit-on. En cas de rupture, elle se voyait déjà à la rue, avec ses tombereaux de vieux meubles. Détail troublant, le jour de sa mort, Philippe avait justement un rendez-vous lié à la transaction. En attendant, l'enquête suit son cours. Le prénom a été changé. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.